Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélie. Enchantée, merci de m'accorder un moment depuis Shanghai où vous vivez depuis des années. Il est 15h chez vous, 9h pour nous à Paris. Comment allez-vous? Où êtes-vous installé là en ce moment? Je suis installé effectivement à Shanghai depuis maintenant 5 ans et là je vous parle de chez moi puisque depuis l'année dernière nous avons pris l'habitude de travailler à la fois au bureau et à la fois à la maison. Donc aujourd'hui c'est à la maison. Comme nous les Parisiens. Eh bien écoutez, je vous propose que l'on s'installe et on va démarrer tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Ma Petite Voix m'a dit, un podcast inédit proposé par Valtus. Ce podcast donne la parole à des dirigeants d'entreprise et des dirigeants de transition, tous guidés au quotidien par leur intuition, leurs valeurs et leurs convictions les plus intimes. Au-delà de leur choix de carrière, ils ont en commun leur quête de sens, leur engagement dans la réussite collective et de mettre l'humain au cœur de leurs préoccupations. Aurélie Blonde et Frédéric Boursicot vous emmènent à la rencontre de ces passionnés qui ont accepté de se livrer avec authenticité. Aujourd'hui, Aurélie rencontre Frédéric Giraldeas, CEO et cofondateur de la marque Nivose, un infatigable entrepreneur installé en Asie depuis maintenant 30 ans. Frédéric Giraldeas, on va pouvoir commencer à parler de vous, de votre parcours, de ce qui vous a amené à vivre en Asie. C'est là que vous êtes installé depuis maintenant 30 ans. Dans un premier temps, expliquez-nous ce qui vous a conduit là-bas. Oula, alors si je commence au tout début, je suis arrivé en VSN. Donc VSN, Volontariat du Service National, la suite de la coopération, les ancêtres des VIE. Ayant étudié à Paris 12 la comptabilité et la finance, il me fallait faire 3 ans de stage pour valider mon expertise comptable, tout simplement. Et j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir faire valider ma première année en faisant mon service militaire au sein d'une entreprise française à l'étranger. Et je suis parti à Hong Kong. Et j'ai travaillé 1 an et demi pour une société qui s'appelait Sopadima Farist, qui commercialisait les produits du groupe Renoma, Soko Upla, donc de la maroquinerie de luxe. Et j'étais comptable. Et alors voilà, votre VSNE se termine. Vous avez quoi, une vingtaine d'années et vous décidez de rester? Oui, alors je suis parti à 22 ans, effectivement, donc j'étais un peu jeune et j'avais à peine 24 ans. Mon VSN se termine. On me propose à ce moment-là de rester en comptable, ce qui ne me faisait pas forcément très envie. Et j'ai décidé de rester et effectivement de créer une société. Bon, Hong Kong, les années 90, je vous parle de ça, c'était 1992. Donc, la folie du trading, notamment des achats à Shenzhen. Donc, j'ai acheté un fax. Je me suis associé avec des gens qui avaient vaguement des contacts en France et on a lancé une société de trading. C'est-à-dire qu'on achetait des produits de l'autre côté de la frontière, à Shenzhen, dans le Guangdong, pour des entreprises françaises. C'était le tout début de la folie des achats en Asie et en Chine. Les bureaux d'achat pour les grandes... Oui, une période de forte croissance. Les bureaux d'achat pour les grandes... Période de forte croissance économique oui, aussi. Oui. Bon, Hong Kong, les années 90, avant la rétrocession, et après, les années 2000, ça a été une très, très forte croissance, bien sûr. Voilà. Donc, il y avait certainement beaucoup de choses à faire. Moi, j'étais un peu jeune, je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas vraiment de contact. Donc, ça a duré ce que ça a duré. Ce n'était pas forcément la meilleure façon de commencer. Mais j'ai tourné ça en société de représentation pour des produits français. Et je pense que ça, c'est un tout petit peu plus intéressant par rapport au reste de la conversation. Très vite arrive ce goût d'entreprendre, cette envie d'entreprendre en tout cas. Oui, j'avais effectivement créé cette société. Alors, attention, l'entrepreneuriat à Hong Kong, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas de barrière, c'est facile. Surtout à cette époque-là, créer une entreprise, ça se fait en 2 jours. La fermer, c'est la même chose. Il n'y a pas de fil à la patte, il n'y a pas de contraintes. Les banques, à l'époque, ouvraient des comptes pour les entreprises facilement. Alors, on n'avait pas le financement, on n'avait pas l'argent, ce qui est toujours la contrainte numéro 1 des entreprises. Mais on avait la possibilité tout à fait naturelle d'entreprendre. Vous pouviez louer un bureau sans difficulté. Donc, c'est cet environnement à Hong Kong qui était très simple pour l'entrepreneuriat et qui a fait que Hong Kong a explosé effectivement dans les années 80-90. Parce que je vois que la majorité des entreprises, la taille moyenne des entreprises était de 7 personnes à l'époque. C'est un chiffre qui m'avait marqué. C'est juste pour vous montrer la myriade de petites entreprises qui pouvaient exister à Hong Kong. Et donc, vous montez cette première société. Finalement, votre métier d'expert comptable, vous ne l'exercez pas ou quasiment jamais ?
métier d'expert comptable, ça sert toujours et on apprend toujours à compter, on apprend toujours à gérer son cash et à gérer ses comptes. Donc, je pense que c'est la meilleure formation qui puisse être, mais c'est toujours pareil, il faut en sortir. Donc, c'est un très beau métier à condition d'en sortir. Mais non, je suis très, très heureux d'avoir fait cette formation et je pense que je remercierai jamais assez mon père qui m'a absolument poussé, alors que je voulais pas le faire, à tenter le concours d'expertise comptable. Mais effectivement, j'avais pas l'âme d'un comptable. Je me suis plutôt rapidement trouvé comme commercial à essayer de vendre à droite et à gauche. Donc vous restez combien d'années à Hong Kong ? Je suis sur mon premier séjour, je suis resté 9 ans. Donc on Oui. est parti en 1999. Je me suis marié, on est parti avec ma femme à Pékin. Donc je suis resté 9 ans. Donc j'ai transformé cette société de trading en société de représentation de produits français en Asie. Donc là, j'ai commencé à faire de la représentation de produits industriels. Et ça a duré 5 ans. Puis bon, la crise de 98 est passée par là. Mais donc en 99, il a bien fallu que je trouve du travail. Donc j'ai trouvé un job à Pékin. Et alors ensuite, donc quel job par la suite ? Alors j'ai rejoint, alors là je suis passé complètement de l'autre côté de la force, comme on dit, parce que j'ai rejoint la Sopexa, qui est une société à l'époque extrêmement publique en fait, puisque ça dépendait du ministère de l'Agriculture, c'est la société pour l'expansion des ventes des produits agroalimentaires français. Donc une société de marketing très utile, très intéressante, qui souffrait un peu en amont des conflits entre les interprofessions, le ministère, qui donne quel budget, ci et ça, mais qui a son utilité surtout sur les pays en développement. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé à la mise sur le marché des vins français à l'époque, donc sur des budgets gouvernementaux ou d'interprofessions. Quand on parle des interprofessions, ce sont les vins de Bourgogne, les vins de Bordeaux, les vins de Champagne, les vins de Pays de Loire et autres. Et à l'époque, donc ça, je vous parle de ça en 99, 2000, 2001, puisque j'ai fait 2 ans et demi à la Sopexa à Pékin. À l'époque, on formait les personnels des restaurants à ouvrir une bouteille de vin, à servir le vin, à la garder au frais, à comprendre pourquoi est-ce qu'un vin pouvait être tourné, à le retourner. Enfin, on était sur le b.a.-ba de la formation au niveau de l'accès au marché, et la même chose en grande distribution. Donc, on ouvrait des semaines françaises pour faire en sorte que les vins soient référencés dans la grande distribution, et on travaillait main dans la main avec les distributeurs. Et des vins, vous allez ensuite être conduit vers une société de parfums, c'est ça ? Oui, alors mon expérience avec la Sopexa s'est arrêtée. J'ai cherché à ce moment-là du travail et on est retourné à Hong Kong en 2003, je crois. Et j'ai travaillé pour une société de parfums. Alors, un petit peu la même chose. J'ai créé pour eux le bureau à Hong Kong, le bureau de représentation de la société de parfum. C'était une société, on appelle ça des sociétés de mastige. C'était des sociétés qui font des produits inspirés de grands parfums ou qui ont des créations originales, mais à des prix très bas. Donc, c'est de la distribution en Watsons, enfin, tout ce qui est la distribution parapharmacie, comme on peut la connaître en Asie un petit peu partout. Et vous avez des parfums qui sont vendus $1, $2, €1, €2, €3 la bouteille. Donc, on n'est pas du tout sur la même distribution des grandes marques de parfums qu'on peut connaître en Europe. Donc, j'ai créé pour eux le bureau à Hong Kong avec objectif de distribuer leurs parfums, de mettre en place le réseau de distribution en Asie. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment le premier travail, les premiers efforts sur ce qu'on appelle la localisation, à savoir prendre un produit global et comprendre que les marchés aujourd'hui sont régionaux, voire nationaux, que les besoins sont très différents et que si on ne s'adapte pas de façon très pointue à la demande du consommateur local, on ne peut pas y arriver. Et sur le parfum, c'est très simple. Vous avez un produit, ça plaît pas. C'est pas « ah oui, c'est bien, bon, j'essaye, machin ». C'est trop concentré, c'est trop sucré, ça ne plaît pas, les gens ne l'achètent pas. Je reviens à votre parcours. Ensuite, vous êtes contacté par Aigle, c'est ça ? Vous allez passer plusieurs années dans le groupe Aigle ? Alors, Aigle, effectivement, m'a contacté alors qu'ils venaient de signer un contrat de licence, une JV. Ils avaient un petit business en Asie, ils venaient de racheter le distributeur à Hong Kong. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient. Ils cherchaient un peu une boîte à outils. Donc, je suis rentré un petit peu par accident. Vraiment à l'époque où finalement c'était plus pas vraiment de compétences techniques parce que je venais pas du textile
Et effectivement, j'y ai passé 10 ans. On a construit une très belle équipe sur place. On a construit un très beau business. Je retiens de Aigle, d'abord, que j'ai énormément appris parce que j'ai eu énormément d'autonomie grâce à mes PDG successifs. Et j'ai eu surtout les moyens que donne une entreprise familiale quand elle a en tête le long terme d'une marque. Aigle appartient au groupe Moss, qui est un groupe familial qui possède aussi Lacoste, maintenant de Coopers, et puis Gant, entre autres, et qui a toujours eu une vision très long terme. Et après, j'ai travaillé dans une autre société qui est ce qu'on appelle une portfolio company, qui appartenait à une société d'investissement, et je peux vous dire que j'ai vécu la différence. Mais Aigle, effectivement, on avait le temps. Et on avait le temps de mettre de mener à bien des projets structurants. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Pendant ce temps, vous l'avez dit, vous construisez aussi votre vie personnelle, familiale. Jamais ne se pose la question de rentrer en France ? Oui, non. On est rentré en France entre Pékin et les parfums. On a fait, je crois, 9 mois en France en 2003. Ma première fille elle a fêté ses 2 ans en France. Elle était née à Pékin, elle avait en 2001. On a passé 9 mois à regarder un petit peu ce qui se passait. C'est très, très difficile pour quelqu'un qui a fait une grande partie de sa vie professionnelle à l'étranger, qui a eu en l'occurrence, oui, des responsabilités, qui a pu gérer des équipes, de revenir en France quand il n'est pas rapatrié dans le cadre d'un grand groupe. En fait, vous êtes un petit peu le mouton à 5 pattes, on ne voit pas trop où vous casez dans une organisation. Et l'expérience contractée à l'international, finalement, était à l'époque peu valorisée en France. Vous avez une statistique qui dit que vous avez 50% des gens qui rentrent de l'expatriation dans un groupe qui quittent leur job au bout d'un an. C'est assez vrai, c'est très très difficile de rentrer, il y a beaucoup de décalage. Donc on est rentré à l'époque avec l'ambition de rester, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas et on est revenu à Hong Kong. Et là, effectivement, mes filles sont nées, la grande est née à Pékin, les autres sont nées à Hong Kong. Elles ont grandi dans un univers international. Hong Kong, on vit très bien. Vous avez la plage, la montagne, il fait beau. Enfin bon, c'est quand même un très très beau territoire. Et puis à l'époque, c'était la liberté. Donc on est dans un très bel environnement qui va très bien aux enfants, surtout de bas âge, très sécurisé. Donc à l'époque, on ne s'est pas du tout posé la question de rentrer. Non. De quelle nationalité se sentent vos enfants ? Ma femme est japonaise, donc les filles sont franco-japonaises, elles ont les 2 passeports. Elles ont été élevées dans un univers très français, puisque moi, on achète du camembert, du pain, et qu'on parle foot à la maison. Et très japonais, puisque ma femme leur parle en japonais, avec une éducation japonaise. Ce qui est drôle, c'est que là, les 2 grandes étudient en Europe, alors qu'elles n'ont jamais vécu en Europe. En l'occurrence, la première va à Paris, et la deuxième va être à Nice. Donc elles ont, je pense, cette attirance pour la culture française, mais elles ont grandi entre Hong Kong et Shanghai. Donc elles sont franco-japonaises avec un très fort prisme chinois-asiatique. Alors Frédéric, je voudrais qu'on parle de ce que vous faites maintenant. Vous êtes le CEO cofondateur de la marque Nivos, qui est une marque de vêtements de ski premium que vous avez repris, puisque c'est une marque ancienne, fondée, il me semble, en 1933. À quel moment intervient le projet de racheter cette marque ? Ah, tout à fait. Ouais. Nivos, c'est une très très belle marque, c'est une très belle histoire. Donc moi, après Aigle, je suis parti donc à Shanghai pour Jack Wolfskin. J'ai été embauché par une société d'investissement qui s'appelle Blackstone, qui possédait Jack Wolfskin, qui est passé par une phase de refinancement, de restructuration de sa dette, et qui a dû en fait se débarrasser de son actif au profit de ses créanciers. Et donc j'ai vraiment vécu de l'intérieur ce que c'est que le financement par leverage, par dette d'actifs industriel ou de marque, c'est assez choquant en fait. Donc je suis sorti de ça et je me suis dit que j'avais pas vraiment envie de revenir dans cet univers, que j'étais en Chine avec des opportunités absolument extraordinaires devant moi, puisque bon, ça faisait 25 ans que je travaillais en Chine avec énormément de contacts professionnels. Alors à l'époque, je crois que c'était 2017, les Jeux Olympiques arrivent, et qu'on avait devant nous un marché absolument fabuleux en Chine, potentiel sur ce qui est le luxe abordable.
le marché que je connais bien étant absolument segmenté entre l'outdoor et ce qui est plus ce qu'on appelle le mass, c'est-à-dire des produits qui sont sur des gammes de prix où il y a très peu de fluctuations possibles. On a vraiment beaucoup de mal à bouger les prix. On est sur une bande de prix, on a du mal à en changer. Et plutôt donc sur du prix d'entrée de gamme. Et le grand luxe qui en Chine est Moncler et Canada Goose, puisque Canada Goose et Moncler ici ont poussé leur prix vers le haut sans concurrence pendant des années, on en profitait. Et donc on a tout cet espace premium qui s'est créé et dans lequel je voulais absolument m'engouffrer. Mais je voulais pas y aller en créant une marque ex nihilo, ça m'intéressait pas. Je voulais absolument raconter une histoire et je voulais avoir un actif, quelque chose qui nous permette vraiment de nous appuyer sur une histoire et sur un héritage. Cette notion d'héritage, je vous coupe, c'est plus intéressant pour vous de relancer une marque que d'en créer une avec justement cette notion d'héritage ? Oui, c'est à la fois plus compliqué parce que vous avez les contraintes inhérentes à la marque, à son histoire, à son ADN, mais en même temps, ça apporte énormément dans vos conversations avec vos partenaires, ça apporte énormément dans la construction de la marque sur le futur, et ça donne immédiatement une plateforme commune assez stable à tous vos collègues, vos employés, vos partenaires, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont dans la marque déjà. Nivos, c'est une marque française. C'est une marque d'hiver. Son nom l'indique, Nivos, Pluvios, Ventos. Je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire, mais enfin bon. C'est une marque responsable, parce qu'on l'a créée responsable, mais je pense qu'elle l'était dès le départ. C'est une marque chic, puisqu'à l'origine, la ligne de publicité qu'ont créée à ce moment-là les établissements Marche-Roche, quand ils ont créé cette marque, c'est le vêtement chic du vrai skieur. Donc, c'est déjà une marque chic. Donc, déjà, au sein de son ADN, elle a ces éléments, France, héritage, chic, sur lesquels nous, on a pu bâtir des choses. Et c'est une marque responsable ? Et oui, l'éco-responsabilité, la sustainability sont des choses importantes pour nous. On ne prétend pas être Patagonia ou d'autres marques qui sont extrêmement fortes dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les décisions qu'on prend en interne sont prises sous le prisme de la sustainability, de l'éco-responsabilité. On met tous nos packaging aux normes éco-responsables et une grande partie de la collection va suivre et on travaille sur beaucoup de programmes recyclés. Et on rejoint l'association Ariani qui met en place l'économie circulaire et notamment le passeport numérique en France, afin d'avoir un passeport numérique sur tous nos produits en France, afin de pouvoir travailler sur la deuxième main, des cercles virtueux, la circular economy, c'était la revente des produits, qui est quelque chose d'important pour nous, tout à fait. Oui. Vous vous êtes reconnu dans les valeurs et l'ADN de cette marque ? Oui, je pense que c'est un peu un miracle, cette marque, la façon dont elle a identifié et trouvé, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on cherchait, je pense que c'est vraiment là où on voulait aller. C'est une marque de niche. C'est une marque lyonnaise à l'origine, c'est une marque chic qui n'a jamais été dans l'ostensible ou dans la prétention, mais qui a été très forte sur ses partenariats dès le début, qui a eu des partenariats avec l'ESF dès 1938, qui a été la première expédition française vers l'Himalaya en 1936, était habillée par Nivos. En 1951, la deuxième expédition vers l'Himalaya, enfin des gens qui étaient des explorateurs. C'est très intéressant, il y a un vrai héritage, il y a énormément de choses, des très beaux visuels, des très belles histoires. Aujourd'hui, on essaye de faire des produits premium, de grande qualité, qui, je pense, correspondent bien à la marque. Alors nous, on n'est pas dans la nostalgie, on se propulse et on se tourne vers l'avenir, bien évidemment, avec des produits qui sont très modernes. Mais c'est vrai qu'avoir cette marque avec nous permet d'avoir une vraie histoire et je pense plus de crédibilité, de substance quand on s'avance. Alors, parallèlement à tout ça, à vos postes de CIO, vous avez fait des missions de management de transition, je crois, plusieurs missions. Quel type et pourquoi avoir fait le choix à certains moments de votre carrière de faire ces missions ? Oui, alors j'ai eu la chance de faire quelques missions à la fois de management de transition ou d'installation, qui sont parfois des mix de missions de conseil et de management de transition. Je travaille pour une société américaine dans le domaine
de l'équitation, le leader mondial de l'accessoire d'équitation, qui cherchait à s'installer en Chine et qui m'a demandé de monter les prémices d'un bureau ici, mise en place de la stratégie, mise en place de la tactique opérationnelle, mise en place des premiers éléments de pénétration commerciale, marketing. J'ai eu aussi l'occasion de faire quelque chose de totalement différent. Alors là, on était dans la décoration de la maison parce que je travaille pour une société, un des leaders mondiaux, société suédoise dans le domaine du matelas. Alors, ils ne vendent pas des matelas, ils vendent un meilleur sommeil. Donc, le marketing est fondamental, l'expérience client est fondamentale. Alors, j'ai fait cette mission pratiquement pendant 10 mois. Et là, c'était une mission j'étais general manager de la filiale, le temps qu'ils puissent se remettre sur pied, travailler un business plan. J'ai créé un business plan pour eux. Il a été validé par le board. Ils ont mis des investissements en place et ensuite, ils ont pu embaucher l'équipe. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça parce qu'en fait, ça correspond à des moments où on a besoin de travailler, tout simplement, dans un premier temps. Donc, soit parce que j'ai lancé ma société et que je n'avais pas de moyens, soit parce que j'étais entre 2 jobs. Enfin, il y avait différents moments. On fait ça aussi parce que finalement, ça correspond à une expertise. Voilà, vous l'avez compris en filigrane. Moi, l'accès au marché, le branding, la définition du produit, le management sur les marchés asiatiques, c'est ce que je fais depuis des années. Donc, les réflexes sont les mêmes. Vous arrivez sur un produit lambda, les réflexes sont les mêmes. Après, il faut une vraie compétence métier. Mais quand vous arrivez, vous pouvez fixer assez rapidement un certain nombre de choses, réparer un certain nombre de choses assez rapidement parce que vous avez l'expérience, que vous l'avez fait auparavant et que vous voyez très rapidement ce qui peut être des choses à mettre en place dans la distribution, le marketing, le fonctionnement de l'équipe, enfin un certain nombre de points opérationnels. Et puis, finalement, ça correspond à ce que j'aime faire puisque une mission d'1 an, vous arrivez, on vous donne un petit peu les clés, vous réparez beaucoup de choses. Et typiquement, ce qu'il faut réussir à faire, c'est retourner le business, montrer qu'il y a un objectif, qu'il y a une possibilité d'aller dans le positif, ce qu'on a fait nous, puisque quand je suis parti, on était sur mes matelas, là, je vois qu'on était à plus 30 par rapport au budget au bout de 3 mois, donc sur la 2e année. Donc on avait réussi à retourner le business, mais à montrer aussi qu'il y a un vrai potentiel et faire en sorte que les investisseurs ou les shareholders ou qui voulaient investissent. Et ça, c'est une mission qui est intéressante en elle-même. Après, la gestion du business opérationnel au quotidien, c'est très intéressant aussi, mais c'est peut-être plus vraiment ce que j'ai envie de faire. Moi, voilà, niveau, je crée mon marché ici, on a la France, demain on va créer le Japon, après-demain on va créer les États-Unis ou le Canada. C'est plus cette démarche-là qui m'intéresse. Après, le quotidien... Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes et sur le site valtus.fr.